J'en peux plus d'avoir mal au dos. J'en peux plus de saigner en permanence. J'en peux plus de ces diarrhées qui me prennent dans des moments absolument incongrus. C'est pas du tout le moment et je sais pas comment gérer ça. Et il me dit, tiens, c'est étonnant, vos symptômes, ça ressemble à de l'endométriose. Mais ça peut pas être ça parce que vous êtes beaucoup trop jeune. L'endométriose a longtemps été ignorée et la douleur de nos mères, de nos sœurs, de nos amis négligée ou minimisée. Encore aujourd'hui, des femmes peuvent attendre des années avant de comprendre que les divers symptômes qu'elles supportent relèvent d'une maladie. Quand on ne sait pas pourquoi l'on souffre, ou quand notre maladie n'est pas connue, comprise, alors on souffre non seulement dans son corps, mais aussi dans sa vie, son travail, ses relations. Avec ce podcast, nous avons voulu mettre en valeur des parcours inspirants de patientes ayant de l'endométriose ou des douleurs pelviennes très intenses. Vous découvrirez les histoires de femmes puissantes, fragiles, drôles, émouvantes, intéressantes et par-dessus tout, vivantes. Bonjour Virginie. Bonjour Sarah. Merci d'être là. Merci à toi de me recevoir. Est-ce que tu peux nous raconter un peu quelle était ta vie dans la petite adolescence, quoi? Alors, dans ma petite adolescence, je suis donc collégienne. J'ai 2 ans d'avance à l'école. Donc, en fait, je suis avec des enfants et des jeunes adolescents qui ont donc 2 ans de plus que moi, par définition, dans ma classe. Et c'est vrai que j'attends un peu avec impatience d'avoir mes règles, parce que toutes mes copines autour de moi les ont eues bien avant. Et je me demande un petit peu quand est-ce que ça va être mon tour. Parce que autant sur, je pense, la maturité intellectuelle, tout va bien. Mais évidemment, je suis un peu à la traîne sur tous les signes d'ado, de pré-ado, de puberté. Et donc j'ai plutôt un truc assez positif, en fait, avec ça. Je me dis, vivement que ça arrive, je serai comme mes copines. Et donc, un jour, quand j'ai 13 ans, le grand jour arrive. Effectivement, j'ai mes règles. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour moi. Et voilà. Et puis assez rapidement, mes cycles sont réguliers. Donc voilà, tous les mois, ça arrive. Et assez rapidement aussi, je trouve ça très douloureux. Alors à la maison, je suis fille de médecin, et petite fille de médecin. Et j'ai plein d'oncles médecins, voilà, je suis vraiment d'une famille de médecins. Et donc, moi, j'ai jamais entendu dire autour de moi, enfin, en tout cas, j'ai jamais entendu dire à la maison, et particulièrement dans la bouche de mon père, parce que c'est avec lui que je parle de santé, qu'on souffre, que c'est normal de souffrir quand on a ses règles. En revanche, c'est une idée que j'ai complètement intégrée. Je sais pas vraiment comment, mais je pense que, voilà, c'est... Les copines, ce que véhicule vraiment la société. Pour moi, c'est normal. Donc, au départ, c'est même pas quelque chose dont je parle et sur lequel je communique. Je trouve que c'est très douloureux. Il y a des signes particuliers, mais évidemment, j'ai aucune idée que ce sont des signes particuliers. J'ai mal au ventre, mais j'ai aussi très mal au dos. J'ai très mal au ventre et donc j'ai des grosses diarrhées par moment. Et c'est tellement douloureux que je peux perdre connaissance. C'est-à-dire que c'est toujours en plus des situations assez gênantes, mais je vais aux toilettes et en allant aux toilettes, ce moment est tellement affreux, tellement dur à vivre que je me mets à avoir des sueurs et à me sentir mal. Voilà. Donc je pense que je mets un peu de temps à me dire que quand même, c'est un peu trop fort pour être normal. Donc, il doit se passer 1 an ou 2, quand même. Et je finis par en parler. Je finis par dire quand même... Et puis, de toute façon, mon entourage s'en rend compte. Parce que j'ai vraiment du mal à sortir du lit quand j'ai mes règles. J'ai des règles très abondantes et très longues. Mais ça, au moment de l'adolescence, ça peut être assez classique. Mais en tout cas, j'ai mal partout. À l'époque, je fais de l'équitation. Ça m'empêche d'aller au cheval. C'est quand même assez handicapant. Et donc, je commence à en parler, mais comme il s'est passé quelque temps, ça coïncide aussi avec le début de ma vie sexuelle. Et moi, j'ai entendu que parfois, quand on va chez le gynéco et qu'on dit qu'on a mal au ventre, on nous prescrit la pilule. Et moi, ça m'arrangerait bien, en fait. T'as quel âge là, alors? Là, j'ai 15 ans. Ok. Ça m'arrangerait bien parce que j'ai un petit copain régulier et que, bon,
Pour le coup, je suis assez au courant de comment on tombe enceinte. Voilà, j'ai pas du tout envie que ça m'arrive. Et donc j'ai envie de prendre les devants et je me dis d'une pierre deux coups, je vais vraiment insister. Ça va déclencher une visite chez le gynéco parce que chez moi on prend soin de moi quand même. Et puis je vais parler de mes histoires de douleur et je suis à peu près sûre qu'on va me filer la pilule. Et c'est exactement ce qui se passe. Je me souviens pas très bien de ce rendez-vous chez le médecin, mais je me souviens que c'est un peu une formalité, que cette histoire de douleur, de diarrhée passe un peu à la trappe. Alors, pour être honnête, je suis pas sûre que je le raconte très bien, parce que moi j'ai un objectif, donc je veux dire que j'ai un peu, voilà, je veux pas forcément qu'on me pose plus de questions, et je suis pas très à l'aise sur le sujet. Raconter que j'ai des diarrhées quand je vais aux toilettes et tout, bon, voilà, je suis un peu gênée, quoi. T'as 15 ans, quoi. J'ai 15 ans. Et j'ai pas tellement envie de m'appesantir là-dessus. Et donc, je repars avec ma pilule. Et... Ça va mieux? Alors, ça va un peu mieux, mais assez vite, ça déconne. C'est-à-dire que là, je rentre dans un cycle où je change en permanence de pilule. Je suis tous les 3 mois chez le gynéco. Alors, on essaye, on me dit non, mais il faut quand même attendre 6 mois. Et je me souviens que on monte un peu en dose, quoi. C'est-à-dire qu'au début, je commence par les petites pilules mini-dosées. Alors, à l'époque, c'est pas mini-dosé comme aujourd'hui, mais c'est quand même les petits trucs légers d'ado. Et puis qu'en fait, on monte d'un cran parce que je dis que j'ai mal, parce que j'ai des saignements intempestifs, parce que j'ai toujours des règles très abondantes et que c'est un peu bizarre quand même sous pilule. Ça déconne, quoi. Ça déconne. Mais encore une fois, je veux tellement qu'on me laisse sous pilule et je pense que quand même, je dis pas tout. Enfin, ouais. Voilà. J'ai envie un peu qu'on me foute la paix avec certains sujets. J'ai envie de repartir avec une pilule. J'ai surtout pas envie qu'on me dise non, attends, on va arrêter, on va voir ce qui se passe. Donc voilà, bon an, mal an, il se passe plusieurs années comme ça. Je pense que j'essaye 5-6 pilules différentes. Et puis bah ça va toujours pas. Et autour de l'âge de 20 ans, peut-être 18-20 ans, là je suis étudiante à Bordeaux, à Sciences Po. Et donc je me retrouve dans une ville où je connais personne, où j'ai pas de médecin. Et donc je sais pas trop vers qui me tourner. Et puis comme j'ai un grand-père médecin, mais qui n'est pas gynéco, il me dit bah tiens, tu devrais aller voir tel gynéco, je le connais bien puisque en l'occurrence c'est celui qui a accouché ta mère de toi. C'est lui qui l'a fait naître. Moi, je trouve ça assez rigolo sur le papier. Je suis dans un réseau de confiance. Et donc, je rencontre ce vieux monsieur, du coup, très sympathique, et qui me dit, je me souviens de cette phrase, tiens, c'est étonnant parce qu'en fait, tout ce que vous racontez, donc lui, je lui raconte, parce que lui, là, ça y est, j'en peux plus. J'en peux plus d'avoir mal au dos, j'en peux plus de saigner en permanence, j'en peux plus de ces diarrhées qui me prennent dans des moments absolument incongrus, c'est pas du tout le moment et je sais pas comment gérer ça. Et il me dit, tiens, c'est étonnant, vos symptômes, ça ressemble à de l'endométriose. Mais ça peut pas être ça, parce que vous êtes beaucoup trop jeune. Voilà, donc moi, j'entends ce mot. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Et puis, je m'y intéresse pas trop, parce qu'en fait, ça peut pas être ça. Donc voilà, je le range dans un tiroir. Ça veut dire que... Est-ce que tu peux nous dire quel âge tu as aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai 46 ans. Ça veut dire qu'il y a 25 ans, un médecin... pas forcément à la pointe de l'innovation, savait ce que c'était l'endométriose. Bah, on savait... avec des réserves, puisqu'ils pensent que c'est que pour les femmes plus âgées que toi, mais c'est intéressant de noter ça. Exactement. Mais avec, on pourrait dire une connaissance avec quand même quelques lacunes, bien en sûr. Tout cas, puisque c'est une hypothèse qui est tout de suite balayée. Et donc, il te propose quoi? Il me propose de me changer de pilule. Voilà. On repart un petit peu comme en 40, chacun y va de son petit dosage chimique. Et puis à chaque fois, je suis confiante et je réessaye, quoi. Et voilà. Et tout ça, ça traîne. C'est à peu près ce parcours jusqu'à l'âge de 29 ans. Ok. Entre-temps, j'ai rencontré Thomas. Donc, c'est une super jolie histoire d'amour. Je suis très, très amoureuse de Thomas. J'ai hyper envie je sais que c'est avec lui que je vais faire ma vie. Et moi, j'ai toujours rêvé d'avoir des enfants et beaucoup d'enfants. Parce que chez moi, on est 3 enfants.
Je suis très proche de mes frères et sœurs. Et en plus, quand j'étais petite, j'étais très amie avec une fille qui avait 7 frères et sœurs. Et ça me faisait rêver, quoi. J'adorais aller chez eux. C'était des agriculteurs, c'était une grande table en bois. On allait, il y avait toujours du lait frais qui sortait du pied de la vache. Ça tchatchait autour de la table, ça rigolait. Et j'adorais cette ambiance. Et je m'étais toujours dit, ça, c'est mon rêve, quoi. Bon, je me doutais que ce serait pas simple de rencontrer un mec qui vaudrait autant d'enfants. Et une vache. Mais c'était un peu mon petit délire, quoi. Voilà. Et donc Thomas, bon, il me fait assez vite comprendre qu'il y aura pas 7 enfants. Mais en tout cas, pourquoi pas faire un bout de chemin ensemble. Voilà, il est très amoureux aussi. Et donc moi, j'ai cette histoire d'enfant qui me trotte dans la tête. Lui, il est un peu moins pressé que moi. Et à un moment, j'en ai un peu marre. Donc à 29 ans, je me dis, cette pilule, c'est une cata, en fait, depuis des années. On trouve pas la solution. Je suis une fille qui fait quand même assez attention à ce que je mange, à l'activité physique. Voilà, j'ai été sensibilisée très jeune à la question. J'ai un papa qui a toujours fait très attention à notre alimentation et tout. Et je suis un peu emmerdée, en fait, avec cette pilule que je prends des années. J'ai conscience que ça fait longtemps. Ça me plaît pas trop, en fait. Et je me dis, je vais l'arrêter. Parce que de toute façon, ça me fait pas de bien. Ça résout pas mes problèmes. Et puis, sur un malentendu, si je tombe enceinte, je suis sûre que Thomas, il sera OK pour qu'on le garde. Et voilà, ça précipitera un peu les choses. Donc, je ne le prends pas du tout en traître. Je le préviens. Et on se dit, de toute façon, et voilà, c'est mon corps, c'est moi qui décide. Donc, OK, on va utiliser des préservatifs. Et je compte sur un petit oubli, un soir un peu plus arrosé. De vin blanc. Voilà, un soir de vin blanc. Et en fait, là, le cauchemar commence. C'est-à-dire que j'arrête la pilule et je pense que le mois d'après, je me retrouve dans une situation de douleur. Je connais la douleur, mais là, c'est totalement lunaire, c'est décuplé. C'est c'est des diarrhées permanentes, c'est des coups de poignard dans le ventre, mais c'est à couper le souffle. Alors là, je peux vraiment plus sortir de mon lit. Et puis je panique, en fait, parce que je me dis, mais qu'est-ce que j'ai, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je fais un peu gaffe à tout dans ma vie, je fais du sport, je m'alimente bien, ce corps, il semble quand même me répondre habituellement, et là, il y a un truc qui se passe à l'intérieur, un peu cauchemardesque, quoi. Et là, je prends peur, en fait. Et je laisse passer 2-3 cycles, et c'est de pire en pire. C'est de pire en pire. Les saignements, c'est incontrôlable, en fait. C'est je veux dire, je suis obligée de mettre dans mon lit des serviettes de toilette la nuit, de doubler, de mettre des couches, quoi, d'en mettre 3. Je me lève 3 fois dans la nuit pour me changer. Au boulot, c'est ingérable. Je passe ma vie avec des pulls autour de la taille pour cacher mes taches. Notre vie sexuelle devient un enfer parce qu'en fait, je saigne tout le temps et puis j'ai mal, très très mal pendant les rapports sexuels. Et là, j'ai la sensation que c'est comme si j'avais ouvert un couvercle, quoi. Enfin, il y a un truc qui explose. Et donc là, j'en parle à mon père, qui est mon médecin traitant. Je lui dis, papa, là, ça va pas du tout, quoi. J'ai arrêté la pilule et je souffre comme une bête, quoi. Et il me dit, je te prescris une écho. Va faire une écho. Moi, j'ai une gynéco, vaguement, mais je connais pas d'endroit où faire des échos, et encore moins des échos spécialisés sur ce genre de douleurs pelviennes. Donc je prends le truc en bas de chez moi, avenue Clichy. Et là, en fait, je me dis que je suis tombée sur quelqu'un d'incroyable parce que je passe cet écho et la personne me dit, ouais, il y a des kystes. Moi, je pense quand même que vous devriez passer une IRM. Alors moi, une IRM, je sais même pas ce que c'est. Je comprends que c'est quand même le stade au-dessus, quoi, et qu'il y a un truc un peu embêtant. Je suis bien emmerdée, je sors de cet écho, je me dis, une IRM, je sais même pas où ça se fait. Bon, logique, moi, je suis habituée à suivre un peu des process. Je vais aller voir ma gynéco, je l'ai vue 1 ou 2 fois, puis je vais lui emmener le résultat de cet écho, et puis on va voir ce qu'elle me dit, quoi. Et là, elle me dit, ouais, une IRM... Avant ça, moi, j'ai un échographe super bon. Et à la limite, ce serait pas mal d'avoir un 2e avis. Allez le voir. Donc, je me rends chez ce 2e échographe. Et alors, un monsieur très sachant qui me prend un peu de haut, qui me fait une écho, qui me dit « Oui, alors oui, il y a des kystes, mais enfin, beaucoup de femmes ont des kystes. Alors là, faire une IRM pour ça, faut quand même pas exagérer. Non, mais les gens, vraiment, on ferait des IRM pour tout, quoi.
non, vous avez un kyste, retournez voir votre gynéco, elle va vous dire quoi faire. On passe pas une IRM pour un kyste, quoi. Bon, retour à la case départ. Je retourne chez ma gynéco, et puis quand même, là, ça me plaît pas, quoi. Enfin, j'aime pas trop qu'on me parle comme ça, et puis moi je souffre, en fait. Donc, on me dit que j'ai un kyste, ok, on fait quoi avec ce kyste? Et donc là, je décide d'en parler à mon oncle, puisque toujours cette grande famille de médecins. Mon oncle, il est chirurgien digestif, hyper bon, je le sais, et je me doute qu'il a quand même un bon réseau de chirurgiens. Je me dis, faut aller voir un chirurgien, quoi. Ce kyste, c'est embêtant. Et il me dit, écoute, va voir tel chirurgien, parce que, voilà, moi j'ai totalement confiance en lui. Si quelqu'un devait aujourd'hui opérer ma femme, c'est à lui que je l'adresse. Confiance absolue. Confiance absolue. Puis encore une fois, moi je connais personne, donc ça me va bien comme reco, quoi. Je me dis, ok, allons-y. Je prends rendez-vous avec ce monsieur, formidable monsieur, qui me dit, effectivement, il y a un gros kyste. Il me dit rien de plus. Il me dit, on va faire une célioscopie. Donc il m'explique très bien ce qui va se passer. Comme ça, je vais un petit peu voir ce qui se passe. Et puis on avisera après. Moi, je suis hyper rassurée parce que j'ai l'impression que enfin, je suis prise en main. Et puis chaque problème une solution, quoi. Donc ok, très bien, on part pour la cellio. Alors moi, j'ai jamais été opérée jusque-là. Ça me passionne pas, quoi. Les hôpitaux, je suis pas très... Donc, je demande à Thomas de dormir avec moi. Il faut que je sois hospitalisée la veille. Donc, j'ai pas du tout envie de dormir seule. Je me dis, les infirmières, elles ont dit, elle a 29 ans, elle fait une petite célioscopie, ça commence bien, elle. Donc, il dort à côté de moi. Il comprend pas vraiment pourquoi je lui demande ça, mais bon. Voilà. Et puis, je fais cette célioscopie. Et alors, le réveil, il est gravé en moi comme si c'était hier. Je suis de retour dans ma chambre, et puis le chirurgien va me voir. Et il me pose la main sur le bras. J'ai toujours du mal à le raconter parce que c'est un moment hyper fort, quoi, pour moi. Il me met la main sur le bras et il me dit, en fait, vous avez une endométriose sévère, mais qu'est-ce que vous avez dû souffrir, quoi. Mais maintenant, je suis là et on va régler ça. Et en fait, moi, je me dis, mais putain, mais j'avais vraiment un truc. Et il y a quelqu'un qui me dit, mais quel enfer, cette douleur. Donc en fait, non seulement j'ai quelque chose, mais cette douleur, je l'ai pas fantasmée, je l'ai pas exagérée. Ça a l'air d'être vraiment, aux yeux des autres aussi, quelque chose de très fort. Et donc cette reconnaissance, ces yeux plantés dans les miens, mais c'est un moment hyper fort pour moi parce que je comprends que je vais plus être toute seule, en fait. Et à ce moment-là, j'entends ce mot d'endométriose, donc ça me rappelle quelque chose. Mais il me dit pas grand-chose de plus. Il me dit juste, c'est un stade très élevé. Rentrez chez vous, reposez-vous, puis on se fait un petit rendez-vous dans une semaine. Et on parle de tout ça. Parce qu'en fait, lors de notre premier rendez-vous, je lui ai expliqué que moi, j'avais très envie d'avoir un enfant. Et donc, il sait que moi, mon objectif, c'est ça. Donc, quand il me dit, on va se revoir la semaine prochaine, c'est pour parler de toutes ces options. Voilà. Donc, finalement, là, je suis hyper soulagée, hyper reconnaissante. Et puis, j'ai l'impression que, voilà, j'ai un coéquipier pour la vie, quoi, que j'ai quelqu'un qui va me prendre par la main, je suis en toute confiance. En plus, il a trouvé ce que j'avais. Voilà, je suis confiante, quoi. Donc, je rentre chez moi. Et puis, là, en fait, c'est le deuxième effet qui se coule. Parce que je rentre chez moi, puis quand même, j'en parle un peu. J'en parle à mon père, qui est médecin, et qui me dit, ah ouais, endométriose, stade 4, d'accord. Ok, je sens un peu la réserve, je sens que ça inquiète les gens autour de moi. Mon oncle, donc le chirurgien, me dit un truc aussi qui m'a vachement marqué. J'ai trouvé ça tellement mignon. Je sais pas si c'était vrai, mais il me dit, j'étais très très mince à l'époque. Il me dit, mais en fait c'est pour ça que t'étais si mince, quoi. C'est que en fait tu devais tout brûler, tu devais être tellement mal que en fait tu devais pas vraiment bien assimiler les choses. Il y a une espèce de branle-bas de combat, en fait, autour de moi. Je sens une fébrilité, en fait. Et je sens que,
ouais, c'est pas hyper cool en fait ce qui m'arrive. J'ai beau savoir maintenant à qui j'ai affaire, ça a l'air un peu cette personne là à qui j'ai affaire, ça a l'air assez costaud quand même. Et donc je me renseigne. C'est marrant, tu dis cette personne. Ouais, parce que en fait c'est à partir de là, je me retrouve avec une espèce de ouais, comme une vieille copine, pas vraiment une copine quoi, hein, mais une espèce de personne très collante, très envahissante, avec qui je vais devoir composer. Et ça va, là, j'entre dans une danse en fait avec cette maladie. Et c'est vraiment pour moi, c'est comme un pas de deux quoi. C'est-à-dire que à chaque fois que je la mets de côté, elle revient comme un boomerang. Donc en fait, c'est pas la bonne attitude. Et donc je comprends que j'ai affaire à, ouais, j'ai l'impression à quelqu'un et qu'on est entre la danse et le combat quoi. Et que va falloir que je m'arme parce que en face de moi, il y a du lourd. Et donc je me renseigne et je fais évidemment cette bêtise que beaucoup de gens font. Je vais sur Internet et je tape endométriose stade 4 et enfant parce que moi je suis obsédée par ça. Enfin obsédée. En tout cas, c'est mon sujet, c'est mon point quoi. Donc tu as quel âge là ? Donc là j'ai 29 ans. Ok. Entre-temps Thomas m'a demandé en mariage. Donc je sais que je vais me marier dans quelques mois. Et donc je vais regarder sur Internet et là c'est l'horreur quoi. C'est-à-dire qu'en fait je découvre donc ce que j'ai compris au réveil, c'est que mon endométriose elle se porte particulièrement sur le système les ovaires et le système digestif. Ce qui explique ces diarrhées affreuses, ces douleurs pelviennes très fortes notamment et que donc je regarde, puisque stade 4, ça ne veut pas dire grand-chose, je comprends qu'il y a toutes sortes d'endométriose et que stade 4, ce n'est pas forcément, ça n'atteint pas forcément que les intestins, ça peut être ailleurs chez d'autres personnes. Mais en tout cas, je comprends que dans mon cas, les filles qui sont passées par là, il y a pas beaucoup de solutions et notamment il y a une solution qui est l'opération et que l'opération, elle emmène assez rapidement à une stomie, donc une poche reliée à l'intestin, qui peut être provisoire, mais aussi définitive. C'est-à-dire qu'en fait, tu n'as plus de sphincter, tu n'as plus d'anus, ton intestin, en fait, il y a une ouverture dans ton ventre qui relie ton intestin. Il y a une ouverture dans ton ventre qui relie cet intestin à une poche, et en fait, tu fais tes besoins dans cette poche sans te contrôler en plus. Donc, il y a des moments totalement impromptus. Enfin, en tout cas, pas quand tu l'as choisi. Alors moi, je vis déjà ça avec mes diarrhées qui me prennent un peu n'importe où, mais alors là, vivre avec une poche, c'est insoutenable. C'est vraiment une idée, je peux pas. Donc là, je panique vraiment. Et je me souviens, j'appelle ma mère et je lui dis maman, c'est affreux, j'ai lu, je vais peut-être avoir une poche. Et évidemment, moi, quand je l'appelle, j'attends qu'elle me dise mais non, ma chérie, évidemment, c'est pas du tout ça. Et là, la pauvre, elle sait pas, mais elle me répond oui, je sais, ma puce, ouais, je sais. Et en fait, je comprends que si elle me dit ça, c'est qu'elle en a parlé avec mon père et qu'il lui a dit ouais, le risque, c'est quand même la stomie. Et donc, ça devient concret, quoi. Et donc, j'arrive au rendez-vous chez le chirurgien, donc je suis avec Thomas. Je me dis, mais tout sauf ça, quoi. C'est impossible. Donc, je crois que je lui fais part de mes angoisses. Et en fait, assez rapidement, il me dit, voilà. En fait, c'est vrai qu'il y a deux options. Il y a l'opération. Et effectivement, moi, lors de la cœlioscopie, j'ai ouvert, mais j'ai tout de suite refermé. J'ai rien touché parce que c'était beaucoup trop inflammé dans votre ventre. Donc, je ne peux pas vous dire à l'avance ce que je vais pouvoir faire lors de l'opération. Et je ne peux pas vous dire quelles vont être les conséquences. Évidemment, je vais tout faire pour vous éviter la poche. A priori, on serait plutôt sur une poche provisoire. Mais provisoire, ça veut dire 3 mois. Et ça, moi, je peux même pas l'envisager. Mais il y a une autre option. Puisque votre projet, c'est d'avoir des enfants rapidement, le problème de l'opération, c'est que malheureusement, au réveil, je peux aussi vous annoncer que j'ai enlevé les ovaires, que voilà. Donc, peut-être que dans un premier temps, il faut qu'on privilégie la piste chimique, la piste médicamenteuse, et puis cette opération, eh bien, on en reparlera plus tard. Ok. Donc, qu'est-ce que c'est l'autre piste ? Eh bien, c'est en fait de provoquer une ménopause artificielle. Parce que comme cette maladie, je comprends à ce moment-là, ce qui m'explique très bien, que c'est une maladie qui est liée donc aux hormones, notamment aux hormones
pendant les règles, et qu'en fait, à chaque fois que j'ai mes règles, ma muqueuse utérine, elle n'est pas seulement dans mon utérus, et que j'ai des plaques de muqueuse disséminées un petit peu partout, notamment sur les intestins, et que donc à chaque fois que j'ai mes règles, j'ai aussi des espèces de petites hémorragies, en fait, un peu partout, et que ces hémorragies, à force, elles provoquent des adhérences entre les organes, et comme un peu des parties d'organes qui se seraient soudées, finalement. Donc, il y a des choses qu'on va, lors de l'opération, on peut gratter, mais il faut aussi, parfois, enlever des parties qui sont comme nécrosées et qu'on ne pourra pas rattraper, en fait. Voilà. Et donc, l'idée de la piste médicamenteuse, c'est de stopper les règles, d'où cette ménopause artificielle, parce que, eh bien, pas de saignement, pas de progression, en tout cas de la maladie, et même un assèchement, en fait, de la maladie. Et donc, à partir de ce moment-là, je comprends que ça va être une course contre la montre. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est d'assécher la maladie pour avoir une fenêtre de tir derrière, pour pouvoir faire tout de suite une fécondation in vitro. Parce que, bon, assez rapidement, il est clair que la méthode naturelle prendra beaucoup trop de temps et que de toute façon, c'est très compliqué de mon côté de tomber enceinte naturellement. C'est possible, mais a priori, c'est très, très compliqué. Donc, on ne va pas prendre le risque parce que c'est une course contre la montre et que plus le temps passe, plus la maladie s'installe et moins j'ai de chance d'avoir un enfant. Donc là, moi, je comprends ça très clairement. Et ça, c'est quelque chose qui a été très lourd parce qu'en fait, même pour l'extérieur et pour mon entourage, j'ai pas toujours été comprise là-dessus. Les gens avaient l'impression que j'étais complètement obsédée par cette histoire de gosse et que, mais qu'est-ce qu'elle a en fait? Elle a 30 ans, ça va quoi. C'est pas grave si ça prend 3 ans. Mais bien sûr que non, c'est pas grave si ça prend 3 ans. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est que ça n'arrive jamais. Et qu'à un moment, elle soit tellement importante, cette maladie, qu'on me dise, stop, on arrête les traitements et on opère et c'est fini. Et donc, on joue très serré, quoi. Donc, heureusement, j'ai chirurgien avec moi et j'ai Thomas avec moi. On est une équipe de 3 et on va y aller comme ça. Donc, on choisit ça. On prend la piste médicamenteuse. Enfin, en tout cas, donc je fais dans mon souvenir, c'est une grosse piqûre. Et tout de suite, voilà, pendant 9 mois, plus de règles. Et je suis ménopausée. Donc là, c'est assez drôle parce que je pense que pour plein de nanas, être ménopausée à 29-30 ans, ce serait improbable et pas du tout souhaité. Mais en fait, moi, c'est le rêve, quoi. Parce que j'ai plus mes règles pendant 9 mois, donc je souffre plus. Alors, effectivement, je sais ce que c'est la ménopause. J'ai des bouffées de chaleur, j'ai la totale. Je trempe mon lit la nuit de sueur. Je me retrouve en débardeur dans le métro alors que c'est l'hiver et que tout le monde est en doudoune. Et voilà, mais je m'en fous en fait. Je m'en fous parce que je sais pourquoi je fais ça et puis que moi, j'ai l'impression que je me soigne. Et surtout pendant 9 mois, il y a plus de maladie, quoi. Voilà. Je suis dans un autre process. En fait, je suis là parce que je veux avoir un enfant et je mets toutes mes forces dans ce combat-là. Et cette maladie, on la laisse de côté. Et là, à la suite de cette ménopause artificielle, c'est parti. On commence les FIV. Et là, c'est vraiment la course contre la montre parce que ce que je comprends aussi, c'est que les hormones très fortes que je vais prendre pour ces traitements, ils stimulent mon endométriose. Donc, faut que ça marche vite, quoi. J'ai pas droit à beaucoup de chance. Et donc, évidemment, je pense que le parcours de PMA est très difficile pour tout le monde. Et j'ai ce truc en plus de me dire, je sais pas à combien de tentatives j'ai le droit, je sais pas dans quel état je serai après la tentative, donc putain, faut que ça marche, quoi. Et ça marche pas. Et ça marche pas, et ça marche pas une fois, et ça marche pas 2 fois, et ça marche pas 3 fois. Et nous, on a en tête qu'on a droit à 4 tentatives, parce que c'est 4 tentatives remboursées par la Sécu, et que c'est un petit peu le chiffre, voilà, qui est mis en avant par le gynéco. Entre-temps, je suis passée avec un gynéco spécialisé en infertilité, qui connaît très bien l'endométriose, qui est du même réseau, et qui me suit hyper bien. Et donc, il y a ce chiffre de 4 qui clignote devant nous, quoi. Et ça marche pas. Et donc, en parallèle, on décide de se lancer dans un parcours d'adoption. Parce que moi, j'ai besoin de me projeter, quoi. J'ai besoin de savoir qu'un jour, il y aura un enfant à la maison. À l'époque, je pense que c'est toujours comme ça, c'est pas hyper bien vu, en fait, de se lancer dans un processus d'adoption quand t'es en parcours PMA en même temps.
parce qu'on t'explique qu'il faut avoir fait le deuil de l'enfant biologique. Donc on ment, en fait. Et ça nous fait vachement de bien. Ça nous allège parce qu'on a un autre projet à côté et qu'on n'est plus dans les traitements, dans les piqûres, dans la sexualité complètement régie en fait par ces FIV parce que finalement quand on fait l'amour, ça devrait être que pour le plaisir, mais moi j'ai toujours l'espoir entre deux FIV, puisque là j'ai plus de contraception par définition, que finalement ça marche naturellement, donc tout est dirigé en fait par ça et il y a plus beaucoup de spontanéité entre nous quoi. Et surtout c'est long, c'est hyper long, ça dure 5 ans parce qu'entre les FIV faut attendre parce que sinon la maladie elle est trop vénère quoi. Faut patienter. Et c'est long et c'est dur et il y a vachement d'incompréhension autour. On en parle. On parle de ça, mais en fait, cette maladie, elle est mal connue. Les gens comprennent pas trop ce que j'ai. Les gens comprennent, encore une fois, ce rapport au temps dans lequel je rentre, il est vachement dur à expliquer, quoi. Et moi, j'ai un tic-tac, tout le temps dans la tête. Et en plus c'est l'histoire de ma vie, c'est-à-dire que mes PMA c'est des rendez-vous, des piqûres à heure fixe, des piqûres à aller chercher à la pharmacie en permanence, des appels au médecin. Enfin, je veux dire, c'est millimétré quoi. Il y a pas beaucoup d'insouciance dans tout ça. Et puis ça fonctionne. La dernière FIV, la dernière tentative fonctionne. Moi, je voulais même pas y aller. J'en peux plus, en fait. J'en peux plus des piqûres. Franchement, entre chaque FIV, je ressouffre énormément de mon endométriose. Les saignements, c'est même plus des saignements, c'est, voilà. Donc, j'en peux plus. Et Thomas, là, il me dit, on va regretter. Franchement, si on n'y va pas, on va regretter. Est-ce que t'es sûr que tu peux pas y aller une dernière fois, quoi? Et bon, je repars au combat. Voilà, je remets mon costume de guerrière, lui aussi, et puis on y retourne, quoi. Et puis ça marche. Et là, c'est incroyable. C'est incroyable parce que j'ai l'impression que j'ai gagné. J'ai gagné. Le jour où on m'a dit que j'avais cette endométriose, je me suis dit, mais mon rêve, là, de tous ces enfants, c'est impossible, en fait. Qui va gagner? Et puis là, je gagne, quoi. Je suis enceinte. Alors, c'est une grossesse hyper particulière, parce qu'on est totalement stressé, parce qu'on a mis 5 ans, en fait, pour que je tombe enceinte, et si ça marche pas, comment? Enfin, ça paraît vertigineux, quoi. On peut même pas imaginer que ça puisse s'arrêter. Et en fait, je pense qu'on est ultra sensibilisé à tout ce qui peut arriver, parce que depuis 5 ans, on entend des tas d'histoires, et donc on est tout sauf serein. Et je suis sûre qu'il y a un lien, mais on a refait le compte, on est allé 11 fois aux urgences les 3 premiers mois. J'ai des saignements en permanence. Et moi, le saignement, c'est un truc dans ma vie, quoi. C'est baisser ma culotte et voir un saignement, c'est mon quotidien. Et pas pendant ma grossesse, quoi. C'est pas possible, en fait. C'est comme un rappel de cette vieille copine collante. Mais putain, mais encore toi, quoi. Enfin, qu'est-ce que c'est? Pas toi. Et donc on va 11 fois aux urgences. À chaque fois, tout va bien. Mais à chaque fois, c'est un branle-bas de combat. Thomas, il est devenu complètement toqué. Il met les mêmes chaussures. Il commande sa bouteille au même distributeur dans l'hôpital où on va en bas de chez nous à chaque fois. Parce qu'il se dit, voilà, si je respecte tout dans l'ordre, c'est que ça ira encore cette fois. Et voilà. Et donc, on fait tout ce que le médecin nous dit. Pareil, ça, je me souviens, on a un week-end de prévu avec des copains à Stockholm. Et on lui dit, on peut y aller. Et il nous dit, franchement, moi, je parle pas suédois. Le médecin nous dit, Stockholm, vous pourriez y aller toute votre vie. Enfin, à plein d'autres moments. Moi, je suis pas hyper chaud, quoi. La grossesse se passe bien, c'est pas le sujet, mais on peut reporter Stockholm. Et voilà. Et encore une fois, je pense que tout le monde se dit, mais ils sont complètement cinglés, quoi. Enfin, ils annulent 2 heures d'avion. Mais nous, on fait tout ce qu'on nous dit, quoi. Et voilà. Et ce qui est amusant, c'est que le jour de l'accouchement, on m'avait parlé de ces contractions ultra douloureuses et tout. Mais en fait, je trouve pas ça douloureux spécialement.
Alors, j'ai sûrement beaucoup de chance. Je pense que, voilà, on n'a pas toutes les mêmes accouchements, mais honnêtement... Non, mais tu dois être tellement dur au mal, tu dois être tellement habitué à résister à la douleur que sur l'échelle de ce que tu subis depuis 20 ans... Et puis cette douleur, je la connais, parce que c'est exactement ça, en fait. Ah oui? Ouais. C'est en fait, les spasmes, quand je suis vraiment mal d'endométriose, ce sont des contractions. C'est exactement la douleur des contractions. Donc, je pense que déjà, j'ai pas la surprise, en fait, comme beaucoup de femmes. Je connais cette douleur, et je sais respirer, et je sais la gérer, en fait. Enfin, je sais. Je sais pas toujours, mais en tout cas, je sais ce qu'il faut faire. Donc, franchement, j'avoue que cet accouchement, c'est une promenade de santé, quoi. Enfin, ça se passe hyper bien et la souffrance, elle est mise de côté. Et donc voilà, ça y est, quoi. On y est, Marguerite née. C'est tout, quoi. C'est-à-dire que c'est évidemment la rencontre de quelqu'un qu'on a attendu tellement longtemps. C'est la victoire aussi. C'est un pied de nez à tout ce parcours, à cette maladie qui était censée, parce que moi, quand j'ai lu les témoignages, j'en ai pas trouvé beaucoup de positifs, quoi. Et j'ai pas trouvé beaucoup d'histoires de maternité positives. Donc je suis, voilà, c'est incroyable ce qui nous arrive. Mais on m'a toujours dit, tu verras, quand ton enfant sera là, tu oublieras toute cette douleur, tout ce parcours. Moi, j'ai rien oublié. J'ai rien oublié, quoi. Je veux dire, ces 5 ans d'attente de Marguerite, ils sont gravés sous ma peau. C'est la période la plus dure de ma vie. Voilà, non, j'oublierai jamais. Mais en tout cas, là, on a notre petite fille et on savoure notre chance, parce que là, on se sent extrêmement chanceux. Et puis assez rapidement, on se dit que faut retourner au combat, parce que la copine collante, là, on sait très bien que qu'elle est toujours dans le coin. Alors moi, on m'avait expliqué que j'avais entendu dire que la grossesse, c'était un super traitement de l'endométriose. Donc je suis assez confiante et je me dis profitons de cette fenêtre de tir. Finalement, moi je me dis c'est un peu comme ces ménopauses artificielles, cette grossesse. Donc sûrement qu'après la grossesse, l'endométriose elle est bien calme et donc on va pas attendre pour retourner faire des FIV, parce que moi j'ai mon projet de grande famille. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai vraiment très envie d'avoir un deuxième enfant. Et je me dis que si on y arrive, c'est une énorme chance, mais j'ai envie de le tenter. Et donc on y retourne. Et puis là, je fais peut-être 9 mois après la naissance de Marguerite, je fais mon petit rendez-vous, très confiante, en me disant, je vais repartir avec mes petites ordonnances. Et mon gynéco me dit, oui, enfin avant, on va quand même faire une IRM pour voir où en est la copine collante, l'endométriose. Ah bon, moi j'y vais hyper confiante. Et là, je tombe sur une radiologue qui me dit, vraiment hyper alarmiste, et puis qui prend pas de gants. Et qui me dit, donc elle me reçoit après l'IRM. Alors l'IRM, c'est vraiment, je pense que toutes les filles qui ont de l'endométriose connaissent cet examen pelvien. Pour moi, c'est vraiment l'examen le plus angoissant qui existe, quoi. C'est alors déjà, ça dépend des machines, mais on peut quand même aller je peux même pas imaginer l'IRM du cerveau. Mais en général, on rentre un peu la moitié de la tête dans la machine, et surtout, ça fait un boucan assourdissant autour de toi. Et en plus, on te demande de pas respirer pour que les clichés soient clairs. Et donc, c'est déjà extrêmement angoissant. Mais alors, en plus, si tu peux pas respirer, et puis, t'es de toute façon complètement stressé du petit entretien qui va avoir lieu après dans la petite cabine avec la radiologue. Donc, j'arrive hyper stressée après l'IRM. Et là, la radiologue ne prend aucun gant et me dit, mais comment ça, vous comptez reprendre les FIV? Mais enfin, mais c'est criminel de refaire une FIV dans un contexte pareil, ma petite dame. Mais vous en avez partout, en fait, de l'endométriose. Je dis, partout, enfin, moi, je sors d'une grossesse. Ah je sais pas, mais en tout cas, là, vraiment, faut faire quelque chose. Reparlez-en avec votre gynéco, mais là, c'est impossible, quoi. Parce que il faut absolument pas énerver la bête. En fait, c'est ça. Elle est là, elle est tapie dans l'ombre, quoi. Donc là, je suis désespérée. Parce que je me dis, mais c'est pas vrai. Et là, en fait, je comprends, il y aura pas de deuxième enfant. J'entends ça. Et donc, de nouveau, je me dis, alors que c'est idiot parce que j'ai Marguerite dans ma vie et que j'ai un enfant et que c'est déjà incroyable, je me dis, j'ai perdu.
Voilà. En fait, j'avais gagné une bataille, mais j'ai perdu la guerre, quoi. Parce qu'il y aura pas de deuxième enfant. Et donc, le point final, c'est pas moi qui le mets. J'arrive chez mon gynéco et heureusement, il est vraiment extraordinaire. Il me dit, mais non, pas du tout, ça va pas s'arrêter là. Mais on va faire quelque chose. Effectivement, on va pas y retourner comme ça. Et donc, la solution, c'est toujours la même. C'est et moi, j'ai peur de l'opération, en plus. Je me dis, alors, non seulement il n'y a pas de deuxième enfant, et on va me reparler de cette satanée opération. Et il me dit, pas du tout, on va refaire une ménopause artificielle. Donc là, c'est reparti. C'est de nouveau, quand même, l'endométriose, elle me met un petit taquet, parce qu'elle me dit, tes petits projets, ma mignonne, tu vas te reprendre 9 mois de délai, déjà. Donc ça recommence, cette histoire d'horloge. C'est pas quand je décide, en fait. C'est jamais quand je décide. Tu as quel âge, là? Là, j'ai 35 ans. Et puis, on te parle de ces histoires de fertilité, la fertilité qui décroît, en fait. Mais alors, quand t'as de l'endométriose, c'est bien pire. C'est-à-dire que, déjà, dans mon cas, c'est un peu compliqué, parce que mes ovaires, ils sont très abîmés. Mais plus le temps passe, et puis je me dis, à un moment, on va me dire, non, mais en fait, les FIV, ça fonctionne plus, quoi. Mais bon, je retourne au combat, et là, le scénario, il est assez idéal, parce que donc là, c'est en fait ma 5e FIV. C'est la première depuis que j'ai eu Marguerite, mais c'est ma 5e FIV en tout. Et elle fonctionne du premier coup. Et là, il y a 4 petits embryons. On décide d'en réimplanter 2 et d'en congeler 2. Parce que c'est une possibilité que tu as quand tes embryons sont de plutôt bonne qualité. Et je suis enceinte. Ça marche. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que j'ai ma petite course contre la montre, mais les FIV, c'est aussi une histoire de montre et de temps. Et en fait, à partir du moment où on réimplante les embryons, on attend 14 jours pour savoir si ça a pris et si on est enceinte. Et ces 14 jours, mais c'est chaque seconde, en fait, que tu décomptes dans ta tête, quoi. Donc c'est un rapport au temps qui est infernal. Et donc là, ça tourne en ma faveur. Je suis enceinte. Et 9 mois après, j'accouche de Félix. Et le truc, c'est que moi, les grossesses, c'est le top, quoi. Parce qu'en fait, j'ai pas mes règles pendant 9 mois. Et j'ai pas les désagréments de la ménopause. Et j'ai jamais été aussi en forme que quand je suis enceinte. Alors moi, la fatigue des 3 premiers mois, je ne la connais pas. Je ne sais pas ce que c'est. J'ai une espèce d'euphorie, en fait, enceinte, où je pourrais déplacer des montagnes. Alors sur la fin, évidemment, je suis un peu crevée les 2 derniers mois, mais j'adore être enceinte. Je voudrais que ça dure 12 mois. Je suis jamais pressée d'accoucher, parce que je me délecte, en fait, tellement de ce moment qui va arriver que j'adore en profiter. Et voilà, Félix, il est arrivé avec 2 jours de retard, et je pense qu'il m'a entendu. J'ai profité jusqu'au bout. Encore une fois, là, j'ai été déclenchée, comme c'était 2 jours après la date. J'ai été déclenchée, et on te dit souvent que les contractions déclenchées, c'est hyper douloureux. Bon, encore une fois, j'ai trouvé ça super cool. Et donc voilà. Et donc, 2e enfant à la maison. C'est dingue, quoi. C'est dingue, et finalement, on pourrait se dire, ouais, voilà, l'endométriose, bye bye, quoi. Tu vois? C'est bon, on a nos 2 enfants, j'ai gagné le truc. On peut se dire que une 2e grossesse. Alors, j'ai bien compris avec ma première grossesse qu'en fait, dans mon cas, les grossesses n'étaient pas forcément un remède contre l'endométriose. Ce que m'a expliqué à ce moment-là mon gynéco, c'est que, certes, on a tendance à dire que les grossesses améliorent les choses parce que y a plus les hormones qui déclenchent les règles, mais en fait, il y a quand même des hormones, et plein d'hormones, et que chaque cas est particulier, et que dans mon cas, ça me fait pas forcément de bien. Voilà. En tout cas, là, je décide que... Là, c'est fini, les bébés? Je sais pas trop. Moi, j'ai pas très envie que ça s'arrête là, parce que j'ai toujours rêvé de ma grande famille. Mais Thomas, il me dit, attends, c'est bon, ça a été quand même des parcours longs, douloureux. Voilà, on peut retrouver en fait une vie, profiter de nos 2 enfants. Bon, et puis moi, je sais que j'ai mes 2 petits embryons quand même au congélateur. Je me dis, on verra. Parce que ce qui est pas mal avec ces 2 petits embryons au congélateur, c'est qu'en fait, ils sont fabriqués. Donc, j'ai pas besoin de refaire une FIV, j'ai pas besoin de reprendre des traitements. Parce que moi, j'ai quand même ce truc en tête de me dire,
5 FIV, 5 fois des hormones à haute dose, bon, faut se calmer, quoi. Mais bon, c'est trop tentant, ils sont là, ils sont congélateurs. Mais sauf que là, c'est pas du tout ce temps-là. Thomas, il est pas du tout chaud pour avoir un 3e enfant. Puis on se dit, ouais, on va se poser un peu, on va profiter de la chance qu'on a et tout. Sauf que donc là, j'ai 36 ans. Je pense que ma vieille copine, là, elle me fiche la paix, mais pas du tout, parce que comme après chaque grossesse, elle a décidé de revenir en force. Et là, je me mets à souffrir le martyre. Le truc, c'est que moi, je veux pas reprendre de contraception. Parce que j'espère, on ne sait jamais, tomber enceinte naturellement, à la faveur d'un malentendu et d'un oubli de ma copine. Et en fait, à chaque fois que, en fait, les douleurs se réinstallent instantanément, quoi. Et là, non seulement c'est hyper douloureux, mais en plus j'ai des nouveaux symptômes et des choses extrêmement désagréables et extrêmement paniquantes. C'est-à-dire que maintenant, quand je vais aux toilettes, quand j'ai mes règles, eh bien, j'ai du sang dans les selles. Et je comprends très rapidement que ce ne sont pas des hémorroïdes, vu la quantité de sang. Puis de toute façon, j'ai pas d'hémorroïdes. Mais je comprends qu'en fait, c'est du sang de règles, quoi. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Ça traverse en fait mes intestins. C'est-à-dire que j'ai du sang dans les intestins et que ça sort quand je vais aux toilettes. Mais comment? Mais c'est incontrôlable comme truc. Mais ça veut dire que je suis envahie, quoi. En fait, j'ai l'impression d'avoir une pieuvre dans le corps. Je me dis, mais il y en a partout, quoi. Et surtout, je crois que je mets même un peu de temps à prendre rendez-vous parce que j'ai hyper peur de ce qu'on va me dire. Là, je me dis, ok, c'est bon. Je vais passer sur le billard. Et c'est tout ce que je veux pas. Et puis, je veux qu'on me foute la paix, en fait. Je veux profiter de mes enfants. J'en peux plus, quoi. J'en peux plus. Et je veux plus souffrir. Et donc, je suis vachement partagée, mais je veux pas la stomie. Donc, je finis par prendre rendez-vous. Et en fait, mon médecin me rassure. Il me dit, ah ouais, je sais, c'est hyper désagréable et tout, mais ça veut pas dire que c'est grave. Et là, il va m'expliquer un truc hyper important. C'est qu'en fait, c'est pas parce que j'ai mal que mon endométriose, elle a progressé. Mais à l'inverse, c'est pas parce que j'ai pas mal qu'elle progresse pas. Et qu'en fait, c'est hyper sournois comme maladie. Et que, il faut qu'on contrôle, quoi, régulièrement. Donc là, on va refaire des contrôles. Entre-temps, on commence à beaucoup parler de cette maladie. Et je pense qu'il y a de plus en plus de médecins et de professionnels de la santé qui s'y sont formés. Donc, je ne suis plus obligée de passer systématiquement par la case des IRM. Mais là, mon médecin commence à m'adresser à des échographes qui sont spécialisés dans l'endométriose et qui sont capables, en fait, un bon échographe est capable de voir beaucoup de choses à l'échographie. Donc là, on se met à contrôler régulièrement l'endométriose. Et effectivement, je souffre énormément, mais elle n'a pas vraiment progressé. Donc, on n'en est pas du tout à l'opération. Mais par contre, je fais quoi, moi, en fait? Comment je me soulage? Parce que je veux pas reprendre de pilule. Donc, je me bourre de médoc. En fait, la drogue. Là, c'est la drogue. Et là, en fait, c'est toute une stratégie. C'est-à-dire que j'ai des symptômes très forts avant d'avoir mes règles. C'est-à-dire que je commence à avoir très mal 2 jours avant. J'ai très mal au dos. Je suis épuisée. Je commence à avoir des désordres digestifs et tout. Donc là, je sais que ça arrive. Donc là, je me bourre de médoc en amont. Ça, j'ai compris que c'était la solution. Si je me rate sur le début, là, c'est fichu. Au milieu des règles, ça va à peu près. Et sur la fin, ça recommence à être extrêmement douloureux. Bon, il faut savoir que moi, j'ai des règles qui durent entre 12 et 17 jours, quoi. Sympa. Voilà. Donc, donc c'est un enfer de douleur, de saignement. Mais bon, il n'y a pas d'opération prévue. Donc, de toute façon, faut serrer les dents, quoi. Faut serrer les dents. Et puis, moi, j'ai toujours quand même mon projet d'enfant qui me trotte dans la tête. Et surtout, j'ai toujours mon horloge qui trotte dans la tête. Et là, j'ai 38-39 ans. Et je me dis, bon, quand même... Moi, j'ai toujours ce rapport au temps hyper particulier qui fait que j'ai toujours calculé quel âge j'aurais quand mes enfants auraient tel âge. Ce que je t'ai pas dit, c'est que moi, mes parents, ils m'ont eu à 20 ans. Et ma grand-mère, elle a eu ma mère à 25 ans. Et mon arrière-grand-mère, elle a eu ma grand-mère à 20 ans. Et donc, moi, j'ai toujours mes grands-parents, par exemple. Enfin, et donc, moi, c'était sûr que j'allais avoir des enfants à 20 ans, en fait. Et parfois, je me dis, mais en fait, quand ma mère, elle avait 37 ans, moi, j'avais 17 ans. Et ça me peine énormément, en fait. Parce que j'ai adoré avoir des parents jeunes. Et c'est un truc que j'ai du mal à me sortir de la tête. Et donc, voilà, je passe mon temps à faire des petits calculs. Et donc,
38 ans, je me dis là, il faut remettre le sujet sur le tapis. Et Thomas, il se prend au jeu et à ce moment-là, il est sur le point de changer de boulot et il me dit un peu comme ça, en rigolant, attends, tu sais quoi, si je change de boulot, on retourne, on va chercher nos embryons et si on a de la chance, il supporte la décongélation. Parce qu'à ce moment-là, la décongélation, c'est pas encore au top. Je sais qu'aujourd'hui, il y a des énormes progrès là-dessus. Donc, il y a quand même un risque que les embryons ne se réveillent pas. Et puis, voilà, on tente le truc, quoi. Bon, là, j'ai un petit coup de... Là, je sais pas, il y a quelqu'un qui m'aide quelque part et ça marche son nouveau boulot et du coup, on y va. Et je tombe enceinte. Ça fonctionne. Alors là, c'est... je crois que cette annonce de grossesse-là, enfin, ce résultat de prise de sang, c'est le plus incroyable. Enfin, il y a eu évidemment la première prise de sang de Marguerite, mais là, c'est une joie. Là, il y a même plus de stress, il y a plus de, c'est une sorte d'accomplissement. Mais on a réussi ce pied de nez incroyable. J'étais censée ne pas pouvoir avoir d'enfants. Et en fait, on va avoir une fratrie de 3 enfants, quoi. Pour moi, 3 égale bonheur, quoi. 3 égale joie dans la famille. 3 égale on a réussi, on a gagné, j'ai remporté la guerre. Donc là, pour moi, l'histoire, elle s'arrête là, en fait. C'est-à-dire que, bye bye la vieille copine. De toute façon, toi, je m'en fiche. Tu sais quoi, il peut tout m'arriver après. Ok, je veux bien reparler d'opération, je m'en fous. En fait, j'ai mes 3 enfants, voilà. Sauf que l'histoire s'arrête pas là. Sauf qu'hélas, l'histoire s'arrête pas là. Et que, à 4 mois et demi de grossesse, 5 mois presque, je suis prise de maux de ventre, très fort et je file aux urgences toute seule parce que Thomas n'est pas là ce week-end-là et qu'en fait j'ai une médecin très très embêtée qui m'explique que il y a plus d'activité cardiaque après m'avoir fait essayer 3 machines différentes. Je vois qu'elle arrive pas à me dire ce qu'elle a à me dire. Elle finit par me dire je suis désolée, il y a plus d'activité cardiaque. Et là c'est le coup de massue, quoi. Là pour le coup c'est aussi la fin de l'histoire. C'est-à-dire que j'ai perdu mon bébé. 4 mois et demi, 5 mois, c'est long, quoi. Enfin, je veux dire, et puis d'ailleurs, je trouve que toutes les fausses couches sont affreuses, hein. Oui, bien sûr. Il n'y a pas de question de temps. Mais c'est juste qu'on l'a annoncé aux enfants, que toutes les maîtresses sont au courant à l'école. Que ça se voit. Que ça se voit énormément parce qu'en fait, ce que je t'ai pas dit, c'est que moi, à cause de tous les traitements que j'ai fait et tout, à chaque fois que j'étais enceinte de 3 semaines, j'avais un ventre de femme enceinte de 4 mois. Donc là, c'est comme si j'étais sur le point d'accoucher. Et que donc on s'est évidemment totalement projeté et qu'en fait il y a pas que la perte de ce bébé, quoi. C'est-à-dire que il y a la perte de ce bébé mais il y a aussi la perte de tout pour moi parce que je sais que les traitements c'est fini. Je sais qu'il y a plus aucune chance. Et voilà, et je suis totalement je sombre, quoi. Il faut accoucher de ce bébé parce qu'on a bien sûr dépassé la date de tout le reste. Donc, il faut accoucher. J'ai déjà accouché 2 fois, donc je sais exactement ce que ça veut dire d'accoucher. Donc, c'est un moment... on est extrêmement bien accompagnés. J'ai un dossier... Donc, moi, je suis suivie au Diaconesse, dans le 12e arrondissement à Paris. J'ai un dossier, mais... Parce qu'en fait, ils font suivre le dossier du centre de PMA à la maternité. Donc, j'ai un dossier énorme, quoi, qui prend toute la table. À chaque fois, je le vois, d'année en année, il grossit, mon dossier. Et donc, les soignants qui s'occupent de nous ce jour-là, ils connaissent notre histoire, en fait. Il y a tout dans le dossier. Donc, je pense qu'ils savent, évidemment, que de toute façon, accoucher d'un bébé mort à 5 mois, c'est dur, mais ils savent en plus toute l'histoire qu'il y a derrière. Donc, on est extrêmement bien pris en charge. On nous explique tout ce qu'on peut faire avec ce bébé. Et on décide de le voir. On ne connaissait pas son sexe. On découvre que c'est un petit garçon. On décide de lui donner un prénom. Il s'appelle Honoré. Et puis voilà, on fait tout ce qu'on peut pour alléger notre chagrin, pour vivre cet événement avec tous les conseils qu'on nous donne. Mais moi, je suis à terre, quoi. Je suis à terre parce que vraiment, j'ai l'impression que tout s'arrête, que ma vie s'arrête. Et j'ai beaucoup de culpabilité quand je te dis ça, parce qu'en même temps, je sais la chance que j'ai. Je sais tout ce qu'on a traversé. Je sais que j'ai un mari extraordinaire et tout. Mais c'est le truc de trop, quoi. C'est le truc de trop. C'est en fait, j'ai souffert tout ça pour ça. En fait, j'ai mis de côté, j'ai serré les dents
pendant des années, parce qu'en fait, ces traitements, les périodes entre les traitements, j'ai tellement souffert de cette endométriose et tout. Et en fait, j'ai plus de solution qui s'offre à moi. Je peux plus avoir d'enfant. Parce qu'on va me refuser les traitements, je le sais. Et puis, je sais que c'est pas bien. Mais maintenant, en fait, voilà, c'est comme ça. Et le deuil, il est d'autant plus dur à faire. En fait, j'ai 2 deuils à faire, quoi. J'ai le deuil d'Honoré, et puis j'ai le deuil de ma maternité. Enfin, en tout cas, de la maternité comme je l'imaginais. Et là, je décide de me faire suivre. Parce que c'est... Par un psy, tu veux dire? Ouais, par un psy. Je l'avais un petit peu fait au moment des FIV pour Marguerite, quand j'ai senti que c'était trop lourd. Mais on s'était beaucoup focalisé sur l'infertilité, les traitements dans le couple, comment gérer tout ça. Et là, en fait, je me décide à prendre le problème à bras-le-corps et de tout revoir. C'est-à-dire aussi ces années de combat, cette endométriose qui m'empoisonne la vie. On parle de tout, quoi. Bon, ce que je te dis pas, c'est que je convainc quand même mon mari et mon médecin de faire une énième FIV parce que j'y arrive pas. J'arrive pas à arrêter. Donc, 6 mois après la mort d'Honoré, j'y retourne. Et là, c'est une catastrophe. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui répond. Je pense que mon corps, il en peut plus. Tu as quel âge, là? Là, j'ai presque 40 ans. Là, mon corps, il en peut plus. Et il dit stop, quoi. Donc, le traitement ne donne rien. Je me souviens d'une échographie. Je peux pas aller chez mon médecin habituel parce qu'il est en vacances, où l'échographe me dit, mais enfin, vous allez quand même pas aller à la FIV avec ces 2... Il y a 2 ovocytes de très mauvaise qualité. Ah bon, vous voulez voir? Si, j'irai à la ponction, je le ferai. Là, je suis dans mon combat. Je vais au bout du truc, quoi. Mais peut-être que j'ai besoin de ça. Et bon, tout est une cata. Évidemment, il y a très peu d'ovocytes à la ponction. Ils meurent tous les uns après les autres au moment de la fécondation dans les tubes. Et puis, il reste un embryon de très mauvaise qualité. Mais bon, je veux qu'on me l'implante. Je m'acharne. Et puis, évidemment, je suis pas enceinte. Et 2 jours avant mes 40 ans, on se retrouve chez notre gynéco avec Thomas. Et là, c'est la grande décision, quoi. C'est-à-dire que moi, j'ai mon petit truc en tête. Je lui dis, voilà, docteur, ça fait 10 ans qu'on se connaît. Vous connaissez mon parcours, vous connaissez notre parcours et tout. Qu'est-ce qu'on fait, quoi? Est-ce qu'on arrête là? Et il est hyper délicat. Je me souviens de cette discussion, c'est hyper émouvant. Parce que il est là depuis le début et il fait tout, quoi, pour nous aider. Et je sens qu'il cherche ses mots parce qu'il sait combien le sujet... il est douloureux pour moi. Il sait, je pense, le combat dans lequel je suis depuis 10 ans. Et je pense qu'il sent que si ça s'arrête, ça va être dur, quoi. Mais il est aussi là parce que pour me dire les choses. Et en plus, moi, je lui demande de me dire les choses. Et voilà, il est hyper doux, hyper délicat. Et il me dit, voilà, ça fait 10 ans, vous avez 2 enfants en parfaite santé. Ouais, je pense que si vous me posez la question, je vous réponds, je pense qu'il faut s'arrêter. Mais la décision, c'est vous. Mais moi, je pense qu'il faut s'arrêter. Et Thomas, il est hyper d'accord avec ça. Et moi, je peux pas ne pas être d'accord, mais je suis déchirée à l'intérieur, quoi. Je suis effondrée parce que je me dis, mais j'ai 40 ans, c'est fini, quoi. Et en plus, ce que je t'ai pas dit, c'est qu'entre-temps, on a eu les résultats de l'autopsie d'Honoré. Et on sait que, en fait, il avait pas de rein. On l'a pas vu aux premières échos. Donc j'ai une explication, c'est une malformation très rare, ça arrive dans 0,4% des cas. Donc en fait, je sais que il y a pas de contre-indication à retomber enceinte, quoi. Donc c'est aussi pour ça que j'y étais retournée. Voilà, donc là tout s'arrête, j'ai 40 ans et c'est fini. Et donc voilà, je commence ce travail psy avec une psychologue formidable qui a énormément d'empathie. Et voilà, j'avais vu plusieurs fois des psychologues avant et ça m'avait pas forcément aidé à ce point. Mais là, je sens que j'ai une maman en face de moi. Je sens que ça la touche profondément. Sans qu'elle me donne rien, évidemment, de sa vie privée, mais je suis vraiment au bon endroit, quoi, pour déposer tout ça. Et en fait, j'ai tellement de trucs à déposer, quoi. La souffrance physique, le rapport à ce corps qui dans l'absolu semble, en bonne santé, me porte bien depuis toujours. Et pourtant, à l'intérieur, j'ai ce truc, quoi. Et c'est quoi ce truc? Et à qui j'ai affaire? Et comment je deal, en fait? Avec cette personne maintenant, moi je me retrouve en face de ma vieille copine d'endométriose, en fait. J'avais essayé de la repousser, et en fait je me retrouve qu'avec elle. Il y a plus de projet de bébé, et il y a que la souffrance. Je suis loin de la ménopause, parce que moi en fait je l'attends cette ménopause, parce que voilà, au moins ça va s'arrêter. Et donc comment je gère toutes ces années
Et donc, ce travail m'aide énormément à prendre du recul, voilà, à me poser les bonnes questions, en fait, à me reconfronter à cette maladie que j'ai voulu mettre de côté. Et là, je rentre dans quelque chose de plus positif, en fait. C'est-à-dire que je comprends que c'est un peu, que j'ai aussi, qu'il faut que je reprenne le pouvoir. Entre-temps, vraiment, on s'est mis à beaucoup parler de cette maladie. Donc, j'ai aussi des ressources. Alors, pas grand-chose, mais j'ai compris quand même que c'était inflammatoire et que quand j'ai mes règles, eh bien, si je me retiens de picoler, que si je fais un peu de yoga juste avant d'avoir mes règles, que si je fais quand même attention à mon sommeil, enfin voilà, que si j'ai un rapport un peu sain à mon corps dans ces moments-là, ça m'aide énormément. Voilà, j'ai quand même des petits tips. Je fais beaucoup d'ostéo. Franchement, elle me coûte très cher cette maladie. Mais c'est ce qui me soulage en fait, et donc je peux le faire. Donc je le fais, mais je pense souvent quand même à toutes ces nanas qui n'ont pas toutes ces ressources que moi j'ai pour se soulager quoi. Et donc à partir de là, je vais vraiment me confronter à cette maladie, sachant que je ne reprends pas de contraception, ce qui pourrait être quand même une forme de solution parce que là aussi ça a évolué et je sais qu'il y a des pilules qui sont adaptées aux filles qui ont de l'endométriose. En tout cas, qui permettent de ne plus avoir leurs règles. Donc, mais moi, je veux surtout pas cette solution parce que malgré tout le travail que j'entreprends, tout l'apaisement que j'y trouve, bon, on sait jamais quoi, tu vois. Et puis au bout de 2 ans, ça va beaucoup mieux. Mais ça prend vraiment 2 ans. Je suis très triste pendant 2 ans et j'ai même du mal. Et je travaille aussi beaucoup là-dessus. J'ai même du mal à profiter de la vie que j'ai mis tant de temps à avoir, quoi. C'est-à-dire que, par exemple, Félix, mon petit garçon, j'ai l'impression qu'il est déjà très grand. Je me rends pas compte, en fait, que c'est un petit garçon. Je veux tellement avoir un autre bébé que j'ai l'impression que lui, il est déjà très grand et que donc, il me faut un petit bébé. Parce que, les petits bébés, c'est la vie, quoi. Et en fait, je comprends à la faveur de ce travail, mais il est tout petit, Félix, en fait, que j'ai plein de trucs à vivre avec lui. Il faut surtout pas que je passe à côté de sa petite enfance, et que moi, j'ai des trucs à vivre avec mes enfants, là, en fait. Et que toute l'énergie que je comptais mettre dans ce combat, il faut que je vais l'investir dans ma famille. Et petit à petit, la douleur s'apaise de la perte du bébé, de mon bébé. Et puis je prends conscience, voilà, de tout ce que j'ai. Et parallèlement, pour ce qui est de l'endométriose, en fait, mon médecin, il m'explique la stratégie qu'on va avoir. Et ça a été aussi très important parce que il me redonne les clés pour que je sois actrice. Il me dit, voilà, en fait, c'est vous qui gérez. C'est-à-dire que, dans votre cas, oui, on peut aller à l'opération. Mais on peut aussi ne pas y aller et attendre la ménopause. C'est vous qui me dites. C'est vous qui dealez avec. Donc, si vous n'en pouvez plus, vous venez et on déclenche l'opération. Mais tant que vous pouvez gérer, si c'est faisable, on reste comme ça. Et moi, je vous aide ponctuellement, je vous soulage, on cherche. Bon, là, pour l'instant, vous voulez pas de contraception, mais un jour, ça pourra être aussi une possibilité. Et en fait, à ce moment-là, je redeviens un peu actrice du truc. Voilà. La vieille copine collante, je lui dis, ok, t'es là, je peux pas t'oublier, mais moi, je vais aussi faire des trucs, en fait, pour te tenir à distance. Et je vais te surveiller. Et voilà. Et là, j'ai 42 ans. Et ça va vraiment beaucoup mieux. Et on est confinés. Donc on est en 2020. On est en 2020. Et on décide d'aller se confiner dans notre maison de famille à Arcachon. Et moi, il y a le truc, comme beaucoup de parents, je pense, mais ce que je préfère dans la vie, par exemple, mon moment préféré dans l'année, c'est quand on part en vacances. On part souvent en Grèce avec nos gosses. Et c'est ce moment où on est 15 jours seulement nous, quoi. Où on a quasiment pas de connexion de téléphone, où on croise personne qu'on connaît et on sort le jeu de cartes à table et on se raconte des trucs qu'on n'a pas le temps de se raconter dans l'année. Et ça, c'est le truc qui me ressource le plus et qui donne du sens à ma vie. Je me dis, en fait, c'est ça, moi, ce que je veux, quoi. En tout cas, il y a pas que ça, parce que j'adore mon métier et tout, mais c'est des moments hyper importants pour moi.
Et donc, ce confinement, on se retrouve à Arcachon, dans cette maison et dans cette région qu'on adore tous les deux, parce qu'en fait, c'est le hasard le plus total. Mais il se trouve que on avait, avec Thomas, 2 maisons de famille à 70 mètres l'une de l'autre, dans ce lotissement, dans les Pins à Arcachon. Ma grand-mère dit qu'il faut se marier dans sa rue. C'est exactement ce qu'on nous a dit après. Marie-toi dans ta rue. On s'est rencontrés à Paris, mais en fait, on venait de la même rue d'Arcachon, quoi. En tout cas, on avait passé toutes nos vacances l'un à côté de l'autre sans s'en souvenir sûrement. Mais on a dû se croiser des centaines de fois. Et donc, on arrive dans cet endroit qui est vraiment un endroit hyper important pour nous deux. Voilà, qui représente beaucoup de choses, qu'on aime beaucoup. Il fait un temps de rêve. Moi, je bosse beaucoup, Thomas aussi. Et en fait, on a tous les deux des métiers où tout s'arrête d'un coup. Lui, il va reprendre après, mais bon, c'est vraiment, voilà, il se passe plus grand-chose. Et donc, on se retrouve là tous les 4. Bon, on se tape quand même l'école des enfants, et c'est hyper chiant. Mais c'est joyeux, quoi. C'est joyeux et c'est hyper allégé. C'est-à-dire que c'est vraiment une bulle. On sait pas combien de temps ça va durer, évidemment, mais c'est un peu suspendu, quoi. Et en fait, juste avant le confinement, j'avais vu mon gynéco, parce que je souffrais énormément. J'avais de nouveau des règles hémorragiques, je souffrais énormément. Et en fait, j'étais arrivée au bout de mon chemin avec ma psychologue, je pense. Et j'étais allée le voir, donc ça c'est 15 jours avant le confinement. J'étais allée le voir en lui disant « J'en peux plus, filez-moi une contraception. Comme ça, je vais plus souffrir, j'aurai plus mes règles. » Et je ne sais pas encore pourquoi aujourd'hui, je ne lui ai jamais posé la question. Il m'a répondu « Non, je vais pas vous donner quelque chose de contraceptif, mais je vais vous donner ça. » Et donc, il me donne un traitement à faire, des hormones. Je crois que c'est de la progestérone, je sais plus exactement. Et en gros, il me dit, entre le 15e et le 24e jour, faut prendre ce médicament. Vous faites ça 3 mois et on voit si ça marche et on se revoit dans 3 mois. Ok. Donc, moi, je fais mon traitement. Et puis, je pars avec mon traitement en confinement. Et puis, au bout de, je sais pas, 3 semaines, 1 mois de ce moment un peu suspendu, comme ça, je me dis, mais mince, attends, mais j'en suis où de mon traitement? Ce qu'il m'avait expliqué, en fait, vous prenez le traitement, puis vous arrêtez le 24e jour, et puis vous aurez vos règles, et puis après, vous recommencez au premier jour des règles. Ok? Et puis là, je me dis, mais merde, j'en suis où? En fait, effectivement, je crois que j'ai eu mes règles, mais je l'ai pas repris, le truc et tout. Et donc là, je prends mon agenda, et puis j'essaye de recompter, mais je remonte en arrière, je reprends le rendez-vous, je me dis, j'ai dû commencer la veille, mais je reprends mon agenda, je remonte dans le temps, je retourne au rendez-vous avec le gynéco, je me dis, ok, donc j'ai dû commencer quelques jours après, et en fait, ça colle pas. Je compte, ça colle pas, je comprends pas où j'en suis. Et je me dis, ça doit être le feu à Paris, mon gynéco, il va pas me répondre au téléphone et tout, mais on a l'habitude, on se connaît bien depuis 10 ans, je vais lui envoyer un petit mail et je vais lui dire, docteur, je sais pas quoi faire, je sais pas où j'en suis, est-ce que j'arrête, est-ce que je reprends? Donc j'écris le mail. Et je le connais par cœur, donc je me dis, la première chose qu'il va me dire, c'est, est-ce que vous avez fait un test de grossesse? Parce qu'il commence toujours par là, en fait. Bon, je me dis, ok, alors non, je vais pas envoyer le mail, je vais faire le test de grossesse. Heureusement, dans les 1 kilomètre autorisés, il y a une pharmacie. Donc tranquillement, tout en passant des coups de fil pour régler les quelques trucs de boulot qui restent, je vais acheter mon test à la pharmacie. Je n'en parle pas du tout à Thomas, puisque c'est une formalité absolue. Je pense, sans te mentir, que j'ai fait 200 tests de grossesse dans ma vie. Voilà. C'est le seul que j'ai fait avec aucune attente. Et donc, voilà, je vais faire pipi en revenant, je fais pipi sur mon test. Et puis à un moment, j'y repense, parce que je pense que j'oublie, je dois arranger la salle de bain. Et là, en fait, je ne comprends pas ce que je vois. Je bug. Vous êtes Covid positif. C'est ça. Je comprends pas, en fait. Et là, j'ai des frissons, j'ai chaud, j'ai froid, qu'est-ce que je lis, quoi? Je vois un truc que je n'ai jamais vu. Parce qu'en fait, moi, les FIV, c'était toujours des prises de sang. J'ai jamais fait de test pipi. Enfin, en tout cas, quand ça a été positif, c'était jamais des tests pipi, quoi. Et je me dis, et je bug. Je comprends pas, j'ai peur, je comprends pas. Et je sors de la salle de bain avec ce truc à la main. Je suis hyper embêtée parce qu'en fait, on est collé à nos enfants, donc je peux pas parler ouvertement devant eux. On est au milieu de l'après-midi. Donc je vais voir Thomas, je lui montre le truc, je lui dis regarde. Et lui, il comprend pas parce qu'en fait, il sait pas que je vais faire un test de grossesse. Il croit que je suis positive au Covid. Mais qu'est-ce mais je lui dis mais non, c'est un test de grossesse. Quoi? Mais il comprend rien, lui non plus. Il comprend rien. Et en fait, on finit quand même par comprendre que il y a 2 barres, quoi. Et donc, on passe tout le reste de la soirée à se regarder comme 2 lapins pris dans les phares. On peut rien dire parce qu'il y a les 2 grands. Et on se dit, mais qu'est-ce qui nous arrive? Et en fait, c'est un peu la panique. Parce que on est loin de notre médecin. J'ai 42 ans.
On a eu quand même un très mauvais scénario la dernière fois. Donc, on est très échaudés. Et en fait, moi, je me dis tout de suite, si c'est pour vivre encore une histoire de merde, je veux même pas la vivre, en fait. Tout va bien dans ma vie. J'ai fait mon deuil. Je suis heureuse. C'est pas le moment, quoi. Parce que là, je sais que par contre, un dernier coup de pied, je suis par terre. J'y arriverai pas. Et puis, là, c'est un vrai bordel. Parce que c'est le confinement que si tu veux, pour aller faire une prise de sang dans un labo, c'est la croix et la bannière. Il faut abandonner nos enfants qui sont quand même petits chez nous sans leur dire pourquoi. Moi, je conduis pas. Donc, il faut que Thomas m'emmène au labo, mais il a pas le droit d'aller au labo. Enfin, c'est vraiment... voilà, bon, bref, cette grossesse se confirme. Donc, c'est incroyable. En fait, c'est l'histoire que des gens m'ont racontée toute ma vie et que je ne supportais pas d'entendre. T'as toujours des gens pour te dire « Mais attends, mais moi, j'ai une copine. Au moment où il s'y attendait plus, elle est tombée enceinte. » Et ça me rendait dingue, en fait. Et encore aujourd'hui, c'est une histoire que je raconte pas trop. Quand les gens sont en parcours, on me dit raconte ton histoire, et j'aime pas le faire parce que c'est tellement nourrir de faux espoirs. Enfin, ça arrive jamais en fait. Ça m'est arrivé, mais ça arrive pas souvent. Et donc voilà, et j'écris à mon médecin et je lui dis je fais quoi, et il me dit mais c'est une super nouvelle, vous faites rien, vous savourez ce qui vous arrive, ça va aller quoi. Et donc là, en fait, quand je le découvre, je suis déjà enceinte d'un mois, quoi, puisque je m'en étais pas rendu compte et que pour la seule fois de ma vie, j'ai fait du yoga à la tête à l'envers, j'ai bu des apéros tous les soirs parce que j'étais, tu vois, vraiment intraitable quand j'étais en traitement de FIV et que finalement c'est la fois où j'ai fait le moins attention, je suis tombée enceinte. Voilà. Et puis, évidemment, ma vieille copine collante, l'endométriose, elle a pas très envie de me foutre la paix sur cette histoire-là. Et donc, elle m'a fait une petite piqûre de rappel, très désagréable, puisque peut-être une semaine après m'être rendu compte que j'étais enceinte, et je commençais juste à savourer la bonne nouvelle, je vais aux toilettes, et là, il y a du sang absolument partout. Dans mes selles, partout. Et donc là, je me dis, j'ai mes règles. Donc, en fait, j'ai perdu le bébé. Enfin, c'est évident, quoi. Donc là, branle-bas de combat pour être reçue aux urgences dans cette période de Covid, c'est extrêmement compliqué. Et je suis dans un état lamentable. C'est-à-dire que là, je suis une boule de stress. Voilà, en fait, je me dis, c'est ce que je redoutais, quoi. Et là, je sens que je vacille. En fait, je me dis, c'est pas possible. Là, pas ça, quoi. Et là, en fait, super nouvelle. Le bébé, il est toujours bien là. J'entends même son cœur, ce genre-là. Donc c'est extraordinaire. Je suis toute seule parce que c'est le Covid et tout, et que Thomas il peut pas être là. Mais bon, c'est le meilleur battement du cœur que j'ai pu entendre. Et en fait, j'appelle je parle à mon gynéco, je l'appelle et il me dit et ouais, alors ça c'est un cas de figure que vous aviez pas eu encore. C'est l'endométriose. Ça arrive. C'est hyper rare, mais ça arrive. C'est une crise de début de grossesse. C'est qu'en fait les hormones s'affolent. Elle comprend pas ce qui se passe. Et donc ça a redéclenché une crise. Mais ça va aller. En fait, plus les hormones de grossesse vont augmenter, et cette crise va se calmer. Et parce que là, je me dis, je vis pas 9 mois comme ça, en fait. C'est impossible. C'est insoutenable. Et effectivement, il avait raison. Quelques jours après, la douleur s'apaise et je vis une grossesse extraordinaire. Alors, jusqu'à 5 mois, 4 mois et demi, 5 mois, je vis pas du tout une grossesse extraordinaire. Parce que j'ai très, très peur de perdre mon bébé. C'est fou parce qu'en fait, je me retrouve, et je le comprends après, je me retrouve aux urgences, genre la veille ou le jour de l'anniversaire. Et c'est incroyable parce que j'arrive paniquée, je sens pas bouger mon bébé, donc je dis à l'accueil, j'ai perdu mon bébé, c'est sûr, je sens pas bouger. Donc là, à mon état et à l'épaisseur de mon dossier qui sortent entre-temps, je suis prise en charge très rapidement par un médecin. Et ce qui est fou, c'est que le médecin qui arrive, c'est celui qui m'avait accouché d'Honoré. Je le vois dans le couloir, on avait les masques, et je m'effondre. Et c'est génial parce qu'en fait, il comprend tout de suite, il ouvre le dossier, il voit son nom, il comprend tout. Elle me fait une écho, tout va bien. Et là, c'est la plus belle écho de ma vie parce que en fait, le mec, il se dit, je suis aux urgences, il y a 10 nanas derrière, mais je vais prendre 10 minutes et je vais lui faire une vraie écho de compète, quoi. Et là, il me fait tout. Oh là là, regardez ce bébé, comme il est mignon. Il sourit à sa maman. Regardez ce qu'il fait. Oh, il est déjà super intelligent et tout. Et là, j'avais tellement besoin de ça, quoi. Et à partir de là,
ça roule, c'est formidable. Une grossesse de rêve et ce qui est génial, c'est mes enfants, mes aînés, parce qu'en fait, nous, on leur avait expliqué que non seulement il y aurait plus de bébés, parce qu'ils nous demandaient vachement, ils avaient été quand même tous les deux très marqués par la mort d'Honoré. Et en plus, on leur avait expliqué que les bébés, nous, on les faisait à l'hôpital. Donc, on a eu cette question hyper drôle pendant le confinement, quand on leur a dit « Mais vous n'êtes pas allés à l'hôpital ? Comment vous avez fait ?» Tu vois cette bouteille de lait ? C'est ça. Donc, ça a été l'occasion de commander des petits bouquins et d'expliquer comment, dans la plupart des familles, et pour nous, cette fois-ci, ça s'était passé. Et voilà, et puis Hippolyte est arrivé. Tout était... c'était un accouchement de rêve, c'était merveilleux. Je me souviens juste que au moment de la dernière poussée, j'ai complètement paniqué. C'est-à-dire que tout se passait parfaitement. Mais là, j'ai eu une prise de conscience, je me suis dit, non. En fait, tout est trop beau pour être vrai. Donc là, je peux encore retenir, je peux encore être dans le scénario, fabuleux, jusqu'à la seconde ou jusqu'à maintenant, jusqu'à cette seconde. Mais comme je ne sais pas ce qui va se passer quand il va sortir de moi, je veux pas qu'il sorte. Je veux pas qu'il sorte. Et je pense qu'elles ont compris. Je pense que la sage-femme a compris. Et elle m'a dit, elle m'a regardé dans les yeux, elle m'a dit, non mais il est là et il va sortir, vous allez le faire et vous allez pas retenir ce bébé. C'est maintenant quoi. Tout va bien se passer. Et puis j'y suis allée, je me suis abandonnée parce qu'en fait, c'était merveilleux ce qui se profilait. Mais je sais que dans cette seconde là de suspens, il y avait tout. Tu vois, il y avait toute mon histoire. Il y avait, on en est là. J'ai vécu tout ce truc. Il y a eu des moments hyper joyeux, puis il y a eu des moments tellement durs. Et là, je suis à un cheveu, à une poussée de mon rêve, quoi. Ma famille de 3 enfants, vivants. Et c'est maintenant, et c'est trop, quoi. Bon, et puis j'ai poussé, et puis Hippolyte est sorti. Et voilà, quoi. C'est inexplicable ce qui se joue à ce moment-là. C'était pas un rêve, parce que c'était très concret, c'était très dans mon corps et tout, mais j'aurais jamais espéré avoir la chance que j'ai aujourd'hui.